Le mois de février 2024 est le mois de février le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon l'Observatoire européen Copernicus. C'est le 9e record mensuel consécutif. Nous vivons en ce moment la 6e extinction de masse, avec un rythme de disparition des espèces estimé à 100 à 1000 fois supérieur que les précédentes extinctions. Avec chaque jour, de nouveaux chiffres sur les amphibiens, les oiseaux migrateurs, les champignons, toutes les espèces qui font la richesse biologique de notre planète et dont les populations s'effondrent. Je ne vais pas développer toutes les connaissances et les records qui s'accumulent au quotidien et qui renseignent l'ampleur et la gravité de la crise dans laquelle nous sommes. Parfois, on peut même se demander si partager ces connaissances est utile. Car malgré toutes ces connaissances, malgré les impacts visibles, dans la teneur du débat actuel, notamment au niveau national et européen, ce débat est désespérant. Et le discours qui tend à rendre les mesures de protection de l'environnement responsables de ces difficultés est absolument désolant. À cela s'ajoute le décalage entre l'invocation de l'urgence et la réalité des choix de baisse budgétaire. Au niveau de l'État, le gouvernement a déjà acté l'annulation de 10 milliards de crédits, dont une baisse de 2,2 milliards pour la mission écologie, développement et mobilité durable. Cela concerne le dispositif MaPrimeRénov', mais aussi le Fonds vert, qui est précisément destiné à soutenir les investissements des collectivités en matière de transition écologique. Pourtant, il existe aujourd'hui non seulement un consensus sur la nécessité d'action, mais aussi un consensus sur la pertinence économique de ces investissements. L'Institut I4C évalue par exemple à 12 milliards d'euros par an la somme que devraient investir les collectivités dans la transition écologique, alors que nous sommes aujourd'hui à 5,5 milliards. Mais j'aurais aussi pu prendre comme référence le rapport Pisani-Ferry remis à la Première ministre en juin 2023, qui affirmait expressément « Il ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette publique ». Ou encore les alertes des sénateurs Charles Guené, sénateur LR, et Claude Raynal, PS, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui regrettaient en juillet que l'incertitude qui pèse actuellement sur les finances locales fasse peser un risque de renoncement à certains investissements en faveur de la transition écologique. On le voit, ce n'est plus qu'un risque. Et au-delà des clivages politiques, il existe un consensus sur la nécessité de redonner des capacités aux collectivités pour investir dans la transition écologique. On connaît l'urgence et on sait que l'échelon territorial est l'échelon pertinent. On sait. Et pourtant, force est de constater que nous en sommes loin, comme le montre l'exercice budgétaire 2024, avec des départements auxquels il est demandé d'assurer des compétences sociales fortes, tout en dépendant de la conjoncture du marché immobilier. Notre devoir est de dire clairement que ce modèle n'est plus durable et ne nous permet pas de faire face dans de bonnes conditions aux défis de notre territoire. Le budget 2024 est donc un budget contraint pour lequel il a fallu réaliser des choix de priorité parfois difficiles. Le budget que je vous présente ce matin permet néanmoins de maintenir une ambition écologique pour la Loire-Atlantique en poursuivant les actions engagées. Il a fallu faire des baisses, notamment sur la gestion des ENS qui est particulièrement touchée. Mais cette priorisation a eu aussi à cœur de préserver le rôle d'animation du département auprès des acteurs du territoire, notamment auprès des petites communes qui n'ont pas souvent les capacités de recruter des compétences spécifiques sur les sujets environnementaux, et puis bien sûr d'essayer toujours de préserver les actions sur lesquelles nous pensons avoir le plus d'impact, d'effet levier. Donc, dans ce rapport, je vais vous décliner un petit peu les différentes actions sur l'année 2024. Donc, sur les politiques foncières, la politique foncière, notamment le zéro artificialisation nette et les payants, la politique de l'eau, les enjeux énergie-climat et de santé-environnement. Sur les enjeux de foncier, donc une politique menée aux côtés de Leïla Tomigno, que je remercie. Nous donc travaillons ensemble, mais aussi en transversalité sur la mise en œuvre de notre objectif ZAN avec Jean, Freddy, David, Rémi, Jean-Luc, qui ont chacun des bouts de la solution pour que notre département soit exemplaire. Et puis pour pouvoir poursuivre cet objectif de zéro artificialisation nette qui avait été adopté dans le précédent mandat à l'unanimité et que nous essayons maintenant de mettre en œuvre et de rendre le plus opérationnel. Nous avons donc engagé une démarche qui repose sur 4 grands chantiers. Le premier chantier
c'est celui de construire cette trajectoire d'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette en Loire-Atlantique. C'est un travail prospectif, d'observation qui doit nous permettre d'identifier là où on a des possibilités d'action, là où on a des gisements fonciers. C'est un travail que nous menons notamment avec les agences d'urbanisme. C'est aussi l'identification du foncier départemental et de définir aussi les stratégies pour les parcelles de foncier du département. Le chantier numéro 2, c'est la promotion que nous pourrons faire à la fois de la sobriété foncière, mais de toutes les alternatives à l'étalement urbain qui existent, promouvoir les outils, promouvoir les solutions avec les différents acteurs. Je vois le directeur de l'établissement public foncier qui est présent et que je salue, qui fait partie de ces acteurs qui permettent aux collectivités d'avoir des solutions très concrètes sur la mise en œuvre de cet objectif de zéro artificialisation nette. Et parmi ces actions d'animation et sur les solutions, on peut citer notamment le forum Cœur de Bourg qui a été organisé par la délégation d'Ancenis, le colloque Habitat, les formations du CAUE, l'événement à la Cité des Congrès que nous avons fait en décembre, ZAN et Cœur de Bourg. Le chantier numéro 3, c'est celui de l'exemplarité de la collectivité. Évidemment, il est indispensable de commencer par s'appliquer à nous-mêmes cet objectif. Et donc, on peut penser aux politiques sur les routes, sur les bâtiments, qui vont devoir toutes et qui intègrent déjà les objectifs d'artificialisation, notamment quand on pense à la construction de nouveaux collèges, où il est priorisé systématiquement des constructions sur des parcelles qui sont déjà artificialisées. Quatrième chantier, c'est celui de pouvoir engager ce virage collectivement et d'être en soutien, d'accompagner les communes et les intercommunalités. Évidemment, aux côtés de Jean, on pense au dispositif Cœur de Bourg, largement plébiscité, mais c'est aussi le dispositif Renaturé qui permet à des communes d'avoir des financements départementaux pour faire de la désimperméabilisation. On poursuit également le travail dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui nous permet aussi de nous plonger très concrètement dans les enjeux de la mise en œuvre de l'objectif ZAN pour les communes et les intercommunalités. Le projet que nous portons est celui d'une approche transversale de la sobriété foncière, en ayant conscience que cela engage une transformation sur nos modes de vie. Et c'est aussi pour ça que nous avons un volet citoyen qui est développé dans le cadre de cette politique, avec des panels citoyens qui nous permettent de construire aussi le narratif, de comprendre ce que ça veut dire dans la vie quotidienne des gens, dans leurs déplacements, dans leur manière d'habiter. Et c'est aussi un levier très important pour comprendre l'évolution des représentations sur ce sujet. Sur la politique payant, donc c'est une politique portée en équipe avec Leïla bien sûr, mais également Jean-Luc et Hugo, puisque c'est un outil qui est mobilisé à la fois sur la protection des terres agricoles et naturelles, mais aussi dans le cadre du projet agricole. Sur l'action foncière, donc on a un travail sur les payants qui se poursuit. Nous avons réalisé cette année un bilan avec en faisant des remontées, des retours des différents acteurs mobilisés dans cette politique, aussi bien les acteurs agricoles que les acteurs environnementaux et bien sûr les élus et les collectivités. Et on peut constater que le bilan est très positif, que c'est un outil qui permet de lutter contre la spéculation, de veiller, de faire de la veille pour faciliter les transmissions et installations, de lutter contre la cabanisation et de nourrir le projet de territoire. Le payant se révèle être une vraie boîte à outils et on pense qu'on peut encore mieux faire. Donc c'est pour cela aussi qu'on proposera un nouveau cadrage politique à l'Assemblée en octobre. On peut encore approfondir le travail avec les communes et les intercommunalités, mieux faire connaître le payant, renforcer les liens notamment avec les plans alimentaires. Et encore faire plus de transversalité avec les politiques environnementales notamment. On a aussi travaillé sur un parangonnage avec d'autres départements pour pouvoir encore renforcer et nourrir les réflexions.
Cette année, les payants, donc autre volet du travail, vont voir un nouveau développement avec notamment, on l'espère d'ici la fin de l'année, la création d'un nouveau payant sur le territoire de Port-Nicaglo. Et nous avons aussi un travail en cours sur Nantes Métropole, le payant Chésine sur les communes de Saint-Herblain, Indre et Couëron, qui est en train d'avancer. Sur le volet eau, différents enjeux. Évidemment, ce qui va être central cette année, c'est le schéma de sécurisation d'eau potable qui va nous permettre d'avoir une vision, je l'ai déjà présenté ici, des enjeux de sécurisation de notre approvisionnement à l'eau en intégrant les enjeux des dérèglements climatiques. On intègre aussi le travail du GIP Loire-Estuaire sur la modélisation de la Loire, ce qui a d'ailleurs un petit peu allongé le calendrier. Et ce travail sera certainement abouti d'ici début 2025, avec l'enjeu d'aller au-delà du strict approvisionnement en eau potable, mais d'avoir une vision assez large du cycle de l'eau sur la sécurisation de l'eau dans son ensemble. On a lancé également une évaluation de la politique départementale de l'eau pour savoir comment on peut être plus efficace, mieux aussi être au service du territoire, savoir où on a de la valeur ajoutée, quelles sont les attentes et aussi les besoins, les urgences écologiques sur lesquelles il serait plus pertinent d'avancer. La couverture aussi du territoire via les CTO, qui est quasiment faite. Donc, je le rappelle, le département est cofinanceur des contrats territoriaux eau, aux côtés de la région et de l'agence de l'eau. On peut se féliciter que le département soit quasiment intégralement couvert par ces contrats, qui sont des plans d'action à la reconquête de la qualité de l'eau. Je pense que vous le savez tous, on est dans un département où on a seulement 1% de qualité de l'eau, donc ce sont des outils essentiels. Le soutien aussi mené par les acteurs, les syndicats de bassin versant, les clés, qui sont amenés à faire des travaux très structurants comme les études HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat, qui vont pouvoir nous éclairer aussi sur la disponibilité de la ressource dans l'avenir. Et enfin, le comité départemental de l'eau qui est co-animé avec la préfecture et qui permet de porter ces sujets, de porter le dialogue avec de la connaissance et qui est extrêmement nécessaire puisqu'on sait que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des inquiétudes et des tensions, et donc l'enjeu c'est bien de toujours privilégier le dialogue et le partage. Je voulais aussi saluer le dynamisme et l'engagement des acteurs, d'élus, de syndicats de bassin versant, parce que ces derniers mois ont pas été faciles sur la question de l'eau. Enfin, sur les sujets... Non, pas enfin, parce qu'il y en a encore, pardon, je suis un peu longue, je vais essayer d'accélérer. Sur les sujets énergie et climat, donc le partenariat avec Territoire d'énergie 44 qui va continuer à avancer. C'est notamment le poste de planificateur ENR au service des collectivités, les investissements dans des projets d'énergie renouvelable avec la SEM Énergie 44. On prévoit aussi des échanges sur le sujet de l'agrivoltaïsme, l'animation d'un temps d'échange sur ce sujet qui soulève de fortes inquiétudes. Sur le climat, je vous ai parlé évidemment ce matin de la stratégie d'atténuation pour baisser nos gaz à effet de serre. On a également en cours une stratégie d'adaptation au changement climatique pour travailler sur la manière dont les dérèglements vont nous affecter, notamment sur les publics fragiles qui sont ceux du département. Sur le volet biodiversité de cette politique, donc je vous le disais, l'entretien des ENS va connaître une baisse conséquente qui va conduire à des priorités dans l'entretien. La sécurisation des espaces à forte fréquentation ou la préservation des zones humides seront des priorités, mais une attention particulière sera aussi apportée aux travaux réalisés les années passées par les entreprises d'insertion pour préserver les volumes de commandes qui leur sont passés. Cette année un peu particulière sera l'occasion aussi de tester des espaces en libre évolution et de mesurer les effets de ce mode de gestion. Et nous espérons évidemment que cette baisse sera temporaire et que nous pourrons, lors des prochains exercices, revenir à un niveau de gestion plus conforme aux besoins. Cette année, nous continuerons aussi à avancer sur l'élaboration d'une politique arbre qui pourrait aboutir milieu 2025 et qui ferait intervenir plusieurs politiques publiques, agriculture, environnement, mobilité, territoire. Le maintien du dispositif renaturé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet aux communes de faire de la désimperméabilisation.
et avec des exemples récents comme le bois des Évènes à Pornichet ou les friches industrielles de Trial. Enfin, le volet santé environnementale, où le département s'apprête à signer au printemps 2024 la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, puisque les perturbateurs endocriniens, vous le savez certainement, sont responsables d'effets importants sur la santé, dont on pourra reparler, troubles de la fertilité, cancer, reproduction. Et donc, une démarche est engagée pour s'assurer que dans nos différentes politiques publiques, l'exposition à ces perturbants endocriniens soit la plus minimale possible. Je le disais en introduction, la contradiction entre les discours sur l'urgence écologique, le rôle clé des territoires et le peu de moyens que nous pouvons réellement y consacrer est difficilement supportable. Malgré ces contraintes, au département, notre cap est clair, faire le maximum en utilisant tous nos leviers et capacités d'action pour la transition écologique de notre territoire. Je voudrais en conclusion remercier toutes les équipes qui travaillent au quotidien dans la mise en œuvre de cette belle politique. Anne-Elisabeth Bezy, ici présente, les services environnement, le service agriculture, énergie et climat, le service foncier et bien évidemment les équipes dans les délégations, notamment celles et ceux qui travaillent à la gestion des espaces naturels sur le terrain. Merci aussi à Émile Drouet qui suit cette politique pour le cabinet et enfin un merci particulier à Corinne Gauthier pour toute l'énergie qu'elle déploie pour une organisation au carré qui permet de pleinement se concentrer sur les dossiers et de prendre encore plus de plaisir dans le travail au quotidien.